Explosions près de l'aéroport, attaques qui ont fait au moins 100 morts, dont 13 militaires américains, plusieurs marines, plus de 150 blessés, bilan encore provisoire et même contradictoire. Et pour parler de ce dossier brûlant, nous accueillons notre invité ce matin, Christian Macarian, spécialiste des relations internationales et essayiste. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le chaos en Afghanistan, on peut le dire, depuis maintenant même plusieurs jours. Et depuis hier, c'est la véritable panique dans les rues de Kaboul, aux abords de l'aéroport. Depuis maintenant plusieurs jours, des notes de renseignement faisaient état de menaces imminentes, de menaces terroristes. Daesh est donc derrière ces attaques. Est-ce qu'il fallait véritablement, selon vous, Christian Macarian, s'y attendre, comme l'ont dit hier soir plusieurs observateurs de la crise afghane ? Non seulement il fallait s'y attendre, mais beaucoup l'avaient prédit, ou en tout cas la plupart des analystes le redoutaient, tout simplement parce que les talibans ne sont pas du tout dans le contexte dans lequel ils se trouvaient en 1996, la dernière fois qu'ils ont pris le pouvoir à Kaboul. Cette fois-ci, le contexte est complètement différent. En 1996, c'était un groupe extrêmement violent, on s'en souvient très bien, ouais, qui avait pour but, sans aucune structuration politique, de tout simplement proclamer une doctrine religieuse avec des connotations politiques qui portait largement la marque de l'improvisation. Cette fois-ci, ils ont eu le temps de préparer leur offensive et ils sont entrés à Kaboul avec tout de même un cahier des charges un peu plus élaboré que la dernière fois en 1996. Mais surtout, cette fois-ci, ils arrivent dans un contexte où le djihadisme, le terrorisme islamique a explosé. Il y a eu l'expérience Al-Qaïda avec tous les faits d'armes, si j'ose dire, que l'on sait. Bien sûr, les attentats du 11 septembre 2001, mais aussi la liquidation, l'élimination de Ben Laden en 2011. Il y a eu aussi l'expérience Daesh en Irak et en Syrie. Or, ces deux mouvements, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, ont bien sûr des ramifications très importantes en Afghanistan. Et pour les talibans, ce sont quelque part des concurrents. Alors tout de suite, il faut faire la différence. Al-Qaïda n'est plus un concurrent, puisqu'Al-Qaïda, c'est en quelque sorte, ce sont les frères d'armes des talibans. Ils ont le même cahier des charges idéologiques. Ils ont combattu ensemble les Occidentaux. Ils ont des fraternités. Il y a des mariages mixtes entre eux. Bref, Al-Qaïda a intérêt à ce que les talibans réussissent. Tandis que Daesh pense exactement le contraire. Daesh veut le djihad global. Il ne veut pas du tout une expérience gouvernementale, comme les talibans sont en train de le dessiner. Daesh est contre toute discussion avec les Américains. Or, les talibans ont négocié les accords de Doha en février 2020, ont négocié le départ des Américains. Et puis, les talibans ont intérêt à gouverner, à contrôler tout le pays et à plus ou moins faire régner une sorte d'équilibre entre les différentes ethnies qui composent l'Afghanistan. Mais il y a aussi des ethnies parmi ces ethnies il y en a une qui est chiite, les Hazaras. Eh bien, pour Daesh, les chiites doivent être éliminés en priorité comme des hérétiques. C'est ce qui s'est passé en Irak et en Syrie. Alors que pour les talibans, ces Hazaras font partie du paysage national afghan. Donc, ce sont des oppositions idéologiques et tactiques complètes. Alors, le fait que ce soit Daesh n'est évidemment pas tristement surprenant, parce que Daesh a, quelque part, déclaré la guerre aux talibans. Donc les talibans se retrouvent avec un concurrent incontrôlable, mais dont l'importance n'est pas comparable. Les talibans sont infiniment plus puissants en Afghanistan que ne l'est Daesh. Alors on l'entendait par ailleurs hier soir, le discours du président américain Joe Biden qui a revêtu en quelque sorte son uniforme guerrier dans une intervention depuis la Maison Blanche. Joe Biden qui a pourtant été très critiqué ces derniers jours, ces dernières semaines pour son apathie, de toutes parts d'ailleurs, pour la gestion de ce retrait, pour n'avoir pas organisé aussi plus tôt les évacuations nécessaires, obligeant l'armée américaine à renvoyer des forces en catastrophe pour sécuriser l'aéroport. Et là on l'a entendu donc hier soir, Joe Biden, nous allons
vous traquer et vous faire payer le prix donc à Daesh. C'est un discours qui tranche avec son attitude plutôt oisive ces derniers jours, Christian Macarian. Oui, c'est un discours qui tranche, mais on voit pas très bien à quoi il peut aboutir, puisque il s'est engagé avec les talibans à se retirer d'Afghanistan au 31 août. Et malgré toutes les tentatives des Américains pour prolonger ce délai, les talibans ne veulent pas entendre parler de prolongation. De toute façon, c'est pas souhaitable même pour les Américains, vu le contexte depuis hier absolument dramatique autour de l'aéroport de Kaboul. Donc, je pense qu'il s'agit là d'un grave échec de Joe Biden. Cette opération a été impréparée. Au fond, si, franchement, impréparée. Alors que l'armée américaine est réputée pour son degré de préparation, justement. Ce qui s'est passé, fondamentalement, c'est la chose suivante. Il y a eu une inversion de calendrier par rapport aux attentes des Américains. Les Américains voulaient que l'ex-président afghan, Ashraf Ghani, reste au pouvoir pendant le retrait, et puis, une fois le retrait terminé, que les autorités afghanes changent et passent aux mains des talibans. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Le président Ashraf Ghani est parti, les talibans ont pris le pouvoir, et puis le retrait a continué dans la cohue et le chaos absolu. Donc, c'est pas du tout un signe encourageant par rapport à la puissance américaine d'une manière générale, et ça va être observé par les adversaires de l'Amérique comme un signal vraiment de débâcle. Alors, une dernière question, peut-être il nous reste peu de temps, Christian Macarian. On l'a vu, donc les opérations d'évacuation se poursuivaient hier. Elles doivent s'achever ce soir, en tout cas en ce qui concerne la France. Au total, tout pays est confondu. Ce sont quand même plus de 100 000 personnes qui ont été évacuées depuis le 14 août dernier. Qu'est-ce que cette immigration représente aujourd'hui ? Est-ce qu'elle représente une menace, comme on a pu l'entendre de la bouche de certaines personnalités politiques françaises ces derniers jours ? Je pense pas qu'il faille simplifier le débat en parlant de menaces et en faisant peser ce mot sur l'ensemble des réfugiés afghans. D'abord, quand on entreprend une opération aussi lourde que celle qui s'est produite en Afghanistan, on est arrivé quand même à des centaines de milliers d'hommes, au maximum vers 2010-2011, au maximum des forces. Il y avait quand même 140 000 Américains, et il y avait 36 nationalités. Donc, on a fabriqué par cette intervention un système qui a attiré à nous, les Occidentaux, toute une série de collaborateurs afghans absolument indispensables. Des traducteurs, des simples conducteurs, des connaisseurs du pays, des fixeurs pour les journalistes, je veux dire tout, et puis aussi tout le tissu économique qui a existé, a utilisé des Afghans qui étaient honnêtement plus compétents que la moyenne. Ces gens-là ont le droit à la parole donnée, au respect de la parole donnée, et ont le droit d'être exfiltrés dignement parce que ils ont combattu au nom de valeurs auxquelles ils croyaient, et ils se sont rangés aux côtés des Occidentaux. C'est quand même quelque chose qui met en cause la valeur même de la parole morale des Occidentaux. Si vous les abandonnez, ça veut dire franchement qu'il n'y a plus aucune valeur à accorder à aucune promesse faite par les pays occidentaux, que ce soit les Européens ou les Américains. Donc, il faut être cohérent. Alors, ensuite, l'histoire du terrorisme qui peut s'infiltrer parmi eux. On l'a vu notamment avec ces 5 Afghans qui ont été arrêtés, qui ont été mis en garde à vue, Oui, c'est évidemment tout à fait possible, mais là encore, ça relève de l'autorité des Occidentaux et de leur capacité militaire et en matière de renseignement d'organiser ce repli. Et le problème, c'est que c'est plus un repli ni une retraite, c'est une débâcle. Et que dans la débâcle, la désorganisation et la hâte sont telles plutôt, que, évidemment, parfois, les services de sécurité n'ont pas l'occasion, absolument pris par le temps et par l'impératif du déplacement,
n'ont pas le temps de procéder à toutes les vérifications nécessaires. Je crois qu'il ne faut pas mélanger deux problèmes, un problème moral, je le répète, respecter des gens qui ont à tous les coups mis leur vie en péril, ça c'est sûr et certain, qui seront exécutés pour avoir collaboré avec les Occidentaux, respecter sa parole d'un côté, et de l'autre, appliquer des normes de sécurité exigeantes, ce que les Occidentaux doivent faire absolument aussi. Voilà, il faut à la fois respecter sa parole et à la fois respecter les normes de sécurité les plus sévères. Merci beaucoup Christian Macarian pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes spécialiste des relations internationales, essayiste. Merci, à très bientôt sur Radio J.